Des structures les plus avant-gardistes de la planète. C'est incroyable qu'on ait réussi à construire cette immense parabole ici. Le télescope FAST est le plus grand jamais construit. À ces machines modernes les plus puissantes, C'est le plus grand objet céleste construit par l'homme et le projet technique le plus complexe de son histoire. rien n'aurait été possible sans les plus audacieuses inventions du passé. C'est vraiment énorme. Je suis toute excitée. Ça ressemble plus à une cathédrale qu'à une structure fonctionnelle. C'est incroyable qu'ils aient réussi à construire un pont avec un tel courant. Aujourd'hui, nous découvrons le plus grand navire du monde. Nous sommes sur le vaisseau le plus long, le plus large et le plus lourd au monde. Conçu comme la plus puissante machine de levage de la planète. C'est un bateau qui offre des performances uniques au monde. Tout cela grâce à une série d'inventions innovantes. C'est incroyablement solide, bien que ce ne soit fait que de papier de soie. C'est une machine extraordinaire, incroyable. Quand le rêve rencontre la technologie, l'impossible devient possible. L'industrie pétrolière offshore est à un tournant critique. Les gisements en eau peu profonde s'épuisent. D'ici 2050, des centaines de plateformes seront supprimées. Autrefois, on n'aurait jamais eu l'idée de déplacer une plateforme. Elles étaient conçues pour rester en mer des années. Aujourd'hui, avec les considérations environnementales, on doit désinstaller les plateformes. Une plateforme pétrolière est normalement constituée d'une structure fixée sur le fond marin. Celle-ci supporte une énorme construction émergée qui comprend la tour de forage et l'usine de traitement. Elles peuvent à elles seules peser 40 000 tonnes. Dan Akerboom, coordonnateur du site, sait que le démantèlement de structures de ce type n'a rien de facile. Avec la méthode conventionnelle, on utilisait toujours des grues disposées sur une grande barge. Cette technique à l'ancienne présente de nombreux inconvénients, notamment en raison du temps passé en mer. On soulève beaucoup, ce qui est toujours risqué, surtout quand on est en mer. Avec autant de plateformes à désinstaller, l'industrie a besoin d'une approche radicalement nouvelle. Nous avions besoin de quelque chose qui n'existait pas. Il a donc fallu l'inventer. En août 2016, les ingénieurs du secteur ont trouvé une solution. Le Pioneering Spirit. Pour Andrés Stinuis, vice-président de l'innovation, ce méga-vaisseau multifonction de 3 milliards de dollars va révolutionner l'industrie à jamais. Le concept est vraiment révolutionnaire. C'est difficile de réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Ce géant d'acier de 900 000 tonnes à charge maximale mesure 124 mètres de large et 477 mètres de long, tout équipement déployé. Ce qui en fait le plus grand navire en circulation. Le déplacement est assuré par 12 propulseurs azimutaux d'une puissance de 600 kW. Ce bateau multifonction peut installer et désinstaller des plateformes pétrolières et mettre en place des pipelines dans les eaux les plus profondes de la planète. Sa forme unique en double coque avec ses 8 paires de poutres de levage pesant chacune 1800 tonnes lui permet d'enfourcher des plateformes pétrolières qu'il peut transporter en une seule opération herculéenne. Jamais des levées aussi importantes n'avaient été effectuées en mer. Les prouesses réalisées par l'équipe du Pioneering Spirit sont sans précédent. Bien sûr, c'est un immense défi. Personne n'a encore jamais réussi ça. Qui dit énorme capacité de levage, dit énorme bateau.
Pour construire un vaisseau aussi grand et complexe, il a fallu relever des défis inédits. La taille du bateau complique tout. On arrive presque aux limites physiques de l'acier que nous devons produire, souder et installer. En plus, il a fallu mettre en place à bord des systèmes très complexes qui ne sont pas très courants. Par sa longueur, sa largeur, son sillage, c'est un bateau vraiment unique. C'est plus grand que ce qu'on a jamais conçu. Alors comment construit-on un navire aux proportions aussi énormes, capable de récupérer une plateforme pétrolière en pleine mer? Les ingénieurs venus du monde entier se sont inspirés des pionniers de l'industrie maritime du passé. La taille a toujours compté en ce qui concerne les bateaux. Dès que l'homme a maîtrisé la technique, il a commencé à voir les choses en grand. On raconte que le tétaracontaire Ptolémée IV était le plus grand bateau à propulsion humaine. Avec ses 130 mètres de long, il fallait 4000 esclaves pour le faire avancer. Mais sa taille le rendait en fait peu utilisable. Laissez tomber! En 1625, le roi Gustave II Adolphe de Suède ordonna la construction d'un autre navire géant, le Vasa. Mais le bateau, équipé de 2 ponts entiers de canons en laiton, sombra au premier souffle de vent lors de son voyage inaugural. Heureusement, d'autres techniques de construction plus efficaces ont vu le jour. Dans le port de Baltimore se trouve l'un des 2 seuls survivants de la flotte d'avant-garde de la Seconde Guerre mondiale. Claude Bérube, historien naval, nous parle de ces Liberty Ships. Voici le SS John W. Brown. C'est l'un des 2700 Liberty Ships construits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il ne reste plus que 2 Liberty Ships opérationnels dans le monde. C'est un très bon exemple d'innovation technique. Pendant la guerre, les Liberty Ships sont conçus en urgence pour répondre à un sérieux problème. Les États-Unis assurent alors à travers l'Atlantique un ravitaillement essentiel aux Alliés. Mais l'océan grouille de sous-marins allemands. Les Alliés sont face à un terrible problème. Leurs navires de ravitaillement sont coulés à un rythme dramatique. Il devient impossible de remplacer les navires disparus car les méthodes de construction traditionnelles sont beaucoup trop lentes. En 1941, on construisait les bateaux pièce par pièce. On riftait les différentes parties ensemble. Voici comment ça se passait. On disposait la quille, puis l'ossature du bateau, puis la coque, qui était aussi riftée. Il fallait plus de 6 mois pour construire les gros cargos, avec des centaines d'ouvriers. Il fallait absolument que les Alliés trouvent un moyen de construire ces bateaux plus vite que les Allemands ne les coulaient. En 1941, Henry J. Kaiser, l'un des industriels américains les plus innovants, trouve une solution inspirée. Kaiser a eu l'idée, au lieu de construire les bateaux pièce par pièce l'une après l'autre, de fabriquer des modules qui seraient ensuite assemblés, puis soudés ensemble. Cela permettait d'économiser beaucoup de temps. Ces énormes modules pouvaient être construits simultanément dans différents endroits. Ils étaient ensuite livrés au chantier naval. Comme sur les lignes de production automobile de Ford, Kaiser remplace le riftage par la soudure, plus rapide. On obtenait donc de gros modules préfabriqués qui étaient ensuite assemblés et soudés au chantier. Nous avons par exemple ici un module qui comporte la passerelle et le carré des officiers qu'on soudait directement sur le pont. En 1941, les navires préfabriqués de Kaiser sont en pleine production dans 18 chantiers navals à travers les États-Unis. Le temps de construction est réduit d'environ 2/3, avec un temps moyen de 42 jours et un record de seulement 4 jours.
Le succès du programme de Kaiser a dépassé toutes les attentes. Beaucoup pensent que sans ça, nous aurions perdu la guerre. C'est pour ça qu'ils ont été baptisés Liberty Ships, bateaux liberté. La méthode de Kaiser a révolutionné à jamais la construction navale. Les ingénieurs du Pioneering Spirit ont reproduit la technique de Kaiser à une échelle gargantuesque. La méthode des blocs est utilisée pour ce navire presque 3 fois plus grand qu'un Liberty Ship. Jamais construction préfabriquée n'avait été faite à une telle échelle. Pour un bateau normal, on utilise 62 à 70 blocs. Pour ce bateau, nous en avons près de 1000. Les blocs sont préassemblés sous forme de modules qui sont ensuite livrés au port et soudés ensemble. Avant de rejoindre son port d'attache de Rotterdam, le Pioneering Spirit est construit au chantier naval de Daewoo en Corée. C'est l'un des 4 seuls chantiers navals assez grands pour une telle construction. Le chantier naval coréen est coutumier des gros navires, mais c'est un énorme projet. En raison de la taille immense du bateau, la méthode de préfabrication doit être poussée encore plus loin. Il ne faut pas considérer que nous l'avons construit d'un bloc. Nous avons construit la coque bâbord d'un côté et la coque tribord de l'autre. Puis nous avons assemblé les deux le long du quai. C'est un bateau à coque séparée. Ça n'est pas exactement un catamaran. Cette forme était nécessaire pour pouvoir se déplacer autour des différentes plateformes et se relier à elles. Même avec la méthode des éléments préfabriqués, le navire est si grand que sa construction nécessite 4 ans de travail. La main-d'œuvre et le nombre de soudures nécessaires pour cette construction ont été 2 ou 3 fois plus importantes que ce qui était prévu. J'ai vu 8 autres navires quitter le chantier alors que celui-ci n'était toujours pas terminé. Tout ça à cause de la quantité d'acier nécessaire. Pour moi, c'est moins un bateau qu'une immense île mobile. Le méga vaisseau Pioneering Spirit est à la pointe de l'industrie de la construction offshore. Il a été construit pour récupérer des plateformes pétrolières entières en un seul levage et installer des pipelines dans les eaux les plus profondes de la planète. Pour André Stinouis, vice-président de l'innovation, c'est le projet technique d'une vie. La capacité de ce bateau est tout à fait extraordinaire. Il déplace 1 million de tonnes d'eau. Sa longueur et sa largeur sont énormes. Il a complètement bouleversé la vision traditionnelle de cette industrie. La forme unique du bateau lui permet de soulever une plateforme pétrolière entière en une seule fois. Avec ce concept, plutôt que de soulever la plateforme par le haut, nous la décollons de son support. Au début de l'opération de levage de la plateforme, des torches de découpe sont d'abord introduites dans chaque pied. Ensuite, le bateau se met en position, ce qui n'est pas simple. Les 2 coques doivent glisser sous la plateforme en laissant un espace de sécurité. Nous devons pouvoir augmenter ou diminuer le tirant d'eau de manière à pouvoir passer sous toutes les plateformes qui sont à des hauteurs différentes par rapport au niveau de la mer. Alors comment glisse-t-on un navire de 900 000 tonnes sous une plateforme pétrolière dans des eaux potentiellement agitées? Pour y parvenir, les ingénieurs ont dû faire appel aux inventions des plus grands techniciens de notre histoire. Leila Nelipour est journaliste scientifique. Elle se rend dans un archipel panaméen isolé pour enquêter sur un mystère technique. Ce secret ne se dévoile que 2 fois par jour. Nous sommes sur une plage de l'île de San Telmo. À marée haute, il n'y a rien de particulier. Mais dès que la mer recule,
On découvre cette épave. Les habitants des environs ont longtemps cru qu'il s'agissait de l'épave d'un sous-marin japonais de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une quinzaine d'années, l'archéologue James Delgado a finalement découvert la véritable origine de cette machine de fer. Pour résoudre ce mystère, il faut d'abord penser au nom de ces îles, l'archipel des Perles. Pendant des siècles, ses habitants ont plongé en apnée pour récolter le trésor que renfermaient les nombreuses huîtres au fond de l'eau. Mais à la fin du 19e siècle, les huîtres accessibles sont beaucoup moins nombreuses. En 1863, l'ingénieur Julius Krall, financé par la Pacific Pearl Company, propose une solution audacieuse. Un sous-marin à propulsion manuelle capable d'atteindre des profondeurs encore inexplorées. Le voici, sous la forme de cette épave longtemps ignorée. Ce sous-marin est très particulier parce que sa submersion se faisait au moyen de ballast à eau. C'était le système le plus sophistiqué de son époque. Un navire à la surface insufflait de l'air pour pressuriser le vaisseau, qui disposait aussi d'un système de réservoir d'eau utilisé aujourd'hui dans tous les sous-marins. Voici comment il s'y prenait pour récolter les perles. Comme le sous-marin était totalement pressurisé, il pouvait aller jusqu'au fond de la mer. Ensuite, on ouvrait une écoutille sous la coque qui laissait entrer l'eau pour permettre aux plongeurs de récolter les huîtres. Le concept des ballasts à eau est extrêmement simple. Je vous fais la démonstration du principe. Nous avons ici un réservoir. Quand je le remplis d'eau, il plonge au fond. Quand ils voulaient faire remonter le sous-marin à la surface, ils utilisaient un réservoir à air comprimé pour pomper de l'air à l'intérieur du réservoir, ce qui chassait l'eau. J'ai soufflé de l'air à l'intérieur du réservoir. Une partie de l'eau s'est échappée et le réservoir est remonté à la surface. Julius Krall a exploité ce principe tout simple pour en faire une machine sophistiquée. Ce système de ballast était très innovant parce que les réservoirs étaient disposés à différents endroits de la structure. On pouvait donc choisir de plonger le nez en premier ou l'arrière en premier et contrôler ainsi l'équilibrage du sous-marin. Malgré, ou peut-être plutôt à cause de ses formidables possibilités, la machine jouit d'une réputation surnaturelle. Ses équipages tombent malades, beaucoup de plongeurs meurent. Nous savons aujourd'hui qu'ils souffraient du syndrome de décompression. Mais dans les années 1860, ces morts restaient inexpliquées. Pour les plongeurs, le sous-marin était maudit. Il a donc été abandonné ici pendant un siècle et demi. Si on oublie le sort des plongeurs, il s'agissait d'une formidable machine technologique. C'est extraordinaire de pouvoir voir et toucher quelque chose qui existe depuis plus de 150 ans. Les ingénieurs du Pioneering Spirit ont exploité le système des ballasts de Krall et l'ont porté à un tout autre niveau de complexité. C'est le capitaine Fred Rectop qui est aux commandes. Nous avons plus de 87 ballasts, dont 4 réservoirs à remplissage rapide. Le plus grand de ces réservoirs a une capacité de 15 700 mètres cubes, ce qu'on trouve normalement sur les gros navires. Ici, la capacité totale des ballasts est de 750 000 mètres cubes. Pour se glisser en toute sécurité sous la plateforme, on remplit les ballasts de manière à augmenter le tirant d'eau de 17 mètres. Une fois positionné dessous, il ne faut surtout pas que les poutrelles viennent heurter la plateforme.
Le Pioneering Spirit est en place et peut commencer l'opération de levage. D'abord, on fixe une série de fourches sous la plateforme. Mais cela pose une difficulté, les risques sont énormes. Il faut pouvoir compenser tous les mouvements du bateau. Sinon, l'impact de la collision risque d'être monumental et le projet anéanti. Alors comment faire pour se fixer efficacement sous la plateforme si le bateau est constamment en mouvement? L'équipe du Pioneering Spirit se tourne une fois de plus vers les travaux des inventeurs du passé. Voici l'autodrome de Linas-Montlhéry, près de Paris. Cette voiture, pilotée par Suzy Shihi, contient l'une des plus grandes inventions de l'automobile. C'est la Citroën DS, une véritable icône de l'automobile française. Elle dispose d'une ligne incroyablement esthétique. Mais c'est en fait la technique qui se cache sous la carrosserie qui la rend tout à fait unique. Dans les années 1950, les méthodes de production de masse et les progrès techniques permettent de populariser la voiture. Le confort n'est alors pas toujours de mise. Ici, en France, les routes étaient de mauvaise qualité. Avec les suspensions à ressort de l'époque, quand on voulait rouler rapidement, le voyage était forcément inconfortable. Mais un jeune ingénieur français était déterminé à trouver une solution à ce problème. Il s'agit de Paul Magès, un ingénieur qui travaille pour Citroën en 1965. Son ingéniosité transformera à jamais les techniques de suspension. Les systèmes de suspension conventionnels utilisent des ressorts. Mais les ressorts conservent toujours la même rigidité, quelle que soit la force de compression. On doit donc toujours trouver un compromis. Avec un ressort souple comme celui-ci, on absorbe efficacement les différentes irrégularités de la route. Mais dans les virages, cette souplesse a un effet négatif sur la stabilité. Si je choisis au contraire un ressort plus raide comme ce gros ressort, je ne vais pas bien absorber les irrégularités de la route. En revanche, j'aurai beaucoup plus de stabilité dans les virages. Il faut donc choisir le moindre des deux maux. Si on veut du confort, la maniabilité sera affectée. Et si on donne la priorité à la maniabilité, on ne va pas faire un voyage confortable. Magès adopte une toute nouvelle approche. Il se débarrasse des ressorts. Il décide d'installer à la place sur chaque roue une sphère divisée par une membrane en caoutchouc. La partie supérieure est remplie de gaz comprimé pour absorber la poussée transmise par un fluide hydraulique contenu dans la partie inférieure. Lors des impacts, une bielle vient pousser le fluide hydraulique qui transmet l'effort au gaz comprimé à travers la membrane pour absorber le choc. Tout effort supplémentaire est dissipé en évacuant le fluide incompressible à travers une valve. Nous allons mettre le concept de Magès au banc d'essai en conduisant l'ADS sur cette route pleine de chaos. Pour les voitures équipées d'un système de suspension conventionnel, cette route serait très inconfortable. On tremblerait dans tous les sens. Alors essayons l'ADS pour voir ce que ça donne. C'est vraiment très impressionnant. Sur cette route, avec une voiture normale, avec ma voiture, je ressentirais plein d'à-coups. Là, ce n'est pas le cas. C'est un peu comme si on avançait sur un coussin d'air qui absorbe tous les chaos de la route. Je trouve le système de Magès très efficace. Non seulement ce concept permet d'absorber toutes les irrégularités de la route, mais il présente un autre avantage. Il dispose d'un système de mise à niveau automatique qui permet, quel que soit le chargement de la voiture ou sa répartition, de pomper du fluide hydraulique supplémentaire dans les sphères pour compenser et maintenir la voiture au niveau optimal pour la conduite. Ce système est tellement bien pensé qu'il permet même de compenser l'absence d'une roue. C'est absolument génial.
La Citroën DS est considérée comme la voiture la plus révolutionnaire de l'automobile. Son système de suspension hydraulique a été utilisé sur tous les véhicules, des Maserati au Rolls-Royce, en passant par les ambulances. Les ingénieurs du Pioneering Spirit emploient eux aussi le concept de Majes dans leur système de stabilisation spectaculaire. Quand le bateau se déplace à proximité d'une plateforme, nous passons en mode AMC, c'est la compensation dynamique du mouvement. Le système de levage est constitué de 16 poutrelles géantes, 8 par coque. Chacune pèse 1800 tonnes. Chaque poutrelle est équipée de cylindres qui contiennent de l'air comprimé séparé d'un fluide hydraulique. Comme dans les sphères de Majes, l'air sert de tampon pour amortir les mouvements. La combinaison du système hydraulique et de l'air comprimé nous permet d'obtenir un énorme absorbeur de choc. Le système hydropneumatique agit comme un énorme coussin d'absorption des mouvements de la mer. Combiné avec la technique de compensation de mouvement, il crée un système de haute technologie. Les poutrelles peuvent toutes bouger dans les 3 directions, X, Y et Z. Le point clé de ce système est constitué des techniques hydrauliques et pneumatiques utilisées qui permettent aux poutrelles de rester stables malgré les mouvements du bateau sur les vagues. On dit que les poutrelles restent toujours stables alors que le bateau bouge constamment. C'est du jamais vu, c'est très impressionnant. Pour initier l'épique opération de levage, les poutrelles sont d'abord positionnées sous la plateforme. Le système de compensation du mouvement est activé. Les torches à l'intérieur des pieds de la plateforme sont allumées. Le système hydraulique est enclenché et le Pioneering Spirit soulève la plateforme en une seule fois. Ensuite, il suffit d'appuyer sur un bouton qui envoie d'un seul coup une grande quantité de liquide dans les vérins à l'avant des poutrelles. Ce levage dégage un espace de plus de 2 mètres entre la plateforme et ses supports. Pour le moment, nous avons déjà soulevé avec succès 13 500 tonnes en un seul levage. Nous pouvons soulever 48 000 tonnes à l'avant et 25 000 tonnes à la poupe. C'est tout à fait unique. C'est vraiment révolutionnaire pour notre industrie. Le Pioneering Spirit est le bateau de désinstallation de plateformes pétrolières le plus évolué de toute la planète. Aussi long que 5 jumbo jets, ce puissant monstre de métal permet de démonter les plateformes pétrolières en un seul levage gargantuesque. Dan Akerboom, coordonnateur du site, n'en finit pas d'être impressionné. Nous avons construit le plus grand et le plus lourd navire de levage au monde. Nous avons une capacité de levage de 48 000 tonnes. Ce bateau permet de démanteler les plateformes pétrolières en un seul levage. André Stinuis, vice-président de l'innovation, sait que cet engin à 3 milliards de dollars est un outil multifonction de pointe dans l'industrie pétrolière. Le temps, c'est de l'argent. Il faut travailler le plus vite possible. Nous voulions trouver d'autres fonctions pour le bateau. Les opérations de levage s'effectuent assez rapidement. Le temps d'attente peut donc être exploité pour installer des conduites. Le Pioneering Spirit est conçu pour pouvoir installer d'énormes conduites de gaz et de pétrole dans les eaux les plus profondes du monde. Les grandes longueurs de conduite impliquées peuvent peser jusqu'à 2000 tonnes. La conduite doit être maintenue fermement et libérée avec la bonne tension au risque de crouler sous son propre poids. Nous avons dû trouver de nouvelles manières de travailler en eau profonde.
Il nous fallait donc un navire aux capacités multiples qui permettent d'installer des pipelines dans les eaux profondes, les plus difficiles à exploiter. Alors comment contrôle-t-on ces énormes pipelines en eau profonde et agitée? Les ingénieurs du Pioneering Spirit font pour cela appel à une grande invention du passé. Le Maine est couvert à 90% de forêt. C'est plus que dans n'importe quel État américain. Michael Tobias est ingénieur en mécanique. Il se rend dans l'État du Maine, connu pour ses pins, afin de comprendre comment l'industrie forestière a donné naissance à un concept révolutionnaire. Dès les premiers colons européens, ces pins ont représenté une source non négligeable de revenus. Les bûcherons coupaient en priorité les arbres qui se trouvaient à proximité des rivières. La force du courant permettait de déplacer les troncs jusqu'aux scieries installées le long des rives. Mais quand ils ont eu fini d'abattre tous les arbres à proximité des rivières, un problème a commencé à se poser. Il était impossible de transporter les lourds troncs avec les méthodes traditionnelles. Les roues s'enlisaient dans la boue et la neige. Des centaines d'hectares de forêt étaient concernés. Il fallait trouver une solution. Et vite. Alvin Lombard, inventeur et bûcheron, est confronté directement au problème. En 1901, il relève le défi. Pour vous montrer d'où venaient les difficultés de Lombard, il suffit de chausser une paire de bottes et de marcher dans de la bonne vieille boue. Quand je marche dans la boue, je glisse et je m'enfonce. Une grosse partie du poids repose sur une petite surface. Pour résoudre ce problème, je dois répartir mon poids sur une surface plus large. Je reste ainsi à flot. Je ramasse la planche derrière moi et je la pose devant moi, ce qui me permet de continuer d'avancer. Le poids est réparti équitablement. Sur la base de ce concept, Lombard invente une machine qui va transformer l'industrie et le monde à jamais. Et voici le transporteur à vapeur de Lombard. C'est une machine vraiment extraordinaire. Le secret de son succès se trouve sous la machine. Le génie de Lombard, ce sont ses chenilles continues. Elles permettent de répartir le poids de la machine sur le sol et de distribuer l'effort de traction. En gros, elle se déplace avec sa propre route. Plus besoin d'utiliser de roues. Avec les chenilles, la machine de Lombard rencontre un succès immédiat. La machine remorquait habituellement 8 traîneaux chargés de 300 tonnes de tronc. Fonctionnel toute l'année, l'engin constitue le premier succès commercial de véhicules à traction continue. Le concept de Lombard était tout simplement génial. Cette machine a révolutionné la manière dont les ingénieurs du monde entier concevaient les véhicules agricoles, de construction ou militaires. Quelle prouesse technique! Quel est le rapport entre cette machine de transport forestier tout-terrain et notre monstre de la construction offshore? À bord du Pioneering Spirit, 4 énormes tensionneurs sont équipés de 100 mètres de chenilles. Comme sur la machine de Lombard, les chenilles permettent d'avoir une plus grande surface de support en contact avec la conduite. La tension est répartie équitablement de manière à contrôler la descente jusqu'au fond de l'océan. Nous sommes au cœur de la zone de production. Vous voyez ici l'un des 4 tensionneurs
Chaque tensionneur a une capacité de 500 tonnes. La conduite est prise en étau entre les deux mâchoires du tensionneur, qui sont légèrement mobiles, de manière à bien maintenir et tendre la conduite sans l'endommager. La conduite repose en permanence à l'intérieur du bateau. Les tensionneurs jouent un rôle essentiel au sein de la chaîne d'assemblage embarquée. Les joints sont soudés à différents postes de travail. Les plateformes de soudage sur lesquelles travaillent les soudeurs se déplacent au fur et à mesure de la production de la conduite. Le bateau a une capacité de production de 400 mètres de conduite de gros diamètre par heure. Une fois soudée, l'énorme conduite est attrapée par les tensionneurs. Elle est ensuite libérée de manière continue sur une élinde géante jusqu'au fond de l'océan. Les tensionneurs nous permettent de poser des conduites plus grosses, avec moins de risques environnementaux. Il n'existe aucune mer au monde où le Pioneering Spirit ne puisse aller mettre en place un pipeline. Le Pioneering Spirit repousse les limites de l'exploration pétrolière en eau profonde. Le Pioneering Spirit est un colosse des mers à 3 milliards de dollars. Au maximum de son tirant d'eau, il déplace un record international d'1 million de tonnes d'eau. C'est le plus lourd objet flottant au monde. Aucun navire comparable au Pioneering Spirit n'a jamais été construit. C'est un bateau au poids, à la taille et aux fonctionnalités uniques. Cet énorme vaisseau sert à démanteler les plateformes pétrolières en haute mer. Il dispose pour cela d'une technique totalement innovante. Nous nous plaçons sous une plateforme, nous positionnons les poutrelles et ensuite nous soulevons la plateforme de son support. Ce bateau unique est également conçu pour l'installation des plus grosses conduites de gaz et de pétrole du monde qui équipent une nouvelle génération de plateformes. La mise en place de conduites peut durer plusieurs mois et la météo est à cette échelle imprévisible. Nous devons travailler dans des eaux très profondes où nous sommes plus exposés aux aléas climatiques. Les tempêtes violentes au milieu de l'océan constituent une menace, même pour ce géant des mers. Dan Ackerboom, le coordonnateur du site, ne le sait que trop bien. En cas de changement de temps, quand la mer devient trop mauvaise, il faut interrompre les opérations. Comment fait-on pour libérer en toute sécurité des centaines de tonnes de conduite à plus d'1 km 600 au fond de l'océan, dans une mer très agitée? Pour surmonter ce problème, les ingénieurs ont fait appel à une invention du passé. Suzy Chii se rend en Allemagne pour découvrir une brillante innovation qui a permis de révolutionner l'industrie minière. Nous sommes dans l'Oberharz, une région historiquement très importante dans l'industrie minière allemande. L'exploitation minière existe ici depuis des siècles. Les ingénieurs miniers du 19e siècle sont confrontés à un problème. Comment extraire des tonnes de minerais de l'intérieur des mines? Une fois extrait de la paroi rocheuse, le minerai était placé dans des seaux en bois qui étaient remontés à la surface. Certains puits descendaient à la profondeur incroyable de 800 mètres, soit sous le niveau de la mer. Le minerai devait donc accomplir un très long voyage jusqu'à la surface. À l'origine, les seaux étaient remontés au moyen de cordes en fibre de chanvre.
Mais les conditions étant particulièrement humides, les cordes se désintégraient. Ils commencèrent donc à utiliser des chaînes, ce qui n'était pas beaucoup plus sûr. Le défaut du moindre maillon pouvait avoir des conséquences catastrophiques sans prévenir. En 1831, l'ingénieur des mines Wilhelm Albert commence à travailler à un nouveau système. Pour l'illustrer, il suffit de prendre du papier de soie. Albert établit que la rupture de chaîne est due à plusieurs facteurs clés. Il commence par comprendre que les chargements répétés génèrent une fatigue du métal, qui réduit sa résistance à la traction. Les ruptures se produisent plus fréquemment au niveau des jonctions dans la chaîne. Et il suffit d'un défaut en un seul point pour que tout le système s'écroule. C'est un échec total. C'est extrêmement dangereux. Imaginez 500 tonnes de minerai d'argent suspendues comme ça au-dessus de votre tête. Après avoir fait quelques expérimentations avec les chaînes, Albert a réalisé qu'il lui fallait trouver une solution totalement inédite. Il eut alors une idée simple mais très ingénieuse. Son idée consistait à prendre 4 câbles métalliques individuels et à les entortiller ensemble de manière à former une spirale. Il prenait ensuite 3 de ces cordes qu'il entortillait ensemble pour gagner encore en solidité. C'est ainsi qu'on crée un câble de tauron capable de supporter des charges beaucoup plus lourdes. Nous allons faire l'essai. Ça fonctionne vraiment bien. On arrive à soulever un poids important avec du simple papier de soie. La clé de la réussite tient dans l'absence de jointure, qui pourrait être défaillante. Il s'agit de fils continus. J'ai ici un morceau de câble original. On voit qu'il est constitué de fils distincts, comme dans ma démonstration. Le câble d'Albert rencontra un tel succès qu'il fut rapidement employé dans toutes les mines de la région. Il est d'ailleurs aujourd'hui utilisé partout dans le monde, et pas seulement dans les mines. Il y en a des milliers de kilomètres, des ponts suspendus jusqu'au téléphérique. À bord du Pioneering Spirit, le géant des mers, le câble d'Albert est utilisé à une échelle colossale au sein d'un système d'abandon et de repêchage en haute mer. Imaginons qu'on soit en train d'installer une conduite et qu'à mi-chemin, on nous annonce une tempête, un ouragan. Il faut alors abandonner la conduite. On commence par souder un capuchon au bout de la conduite. L'extrémité de la conduite est étanchéifiée avec un capuchon soudé. Ensuite, les câbles permettent de l'accompagner jusqu'au fond de l'océan. La conduite est enfin libérée par un robot sous-marin. Voici le câble que nous utilisons. Il a un diamètre de 13 cm. Il mesure 4850 mètres de long. Il a une résistance de 500 tonnes, ce qui nous permet d'accompagner 2000 tonnes de conduite. Ce système peut paraître énorme, mais c'est nécessaire et ça doit rester très précis. Pour permettre de manœuvrer le câble avec la précision et le contrôle requis, les ingénieurs du Pioneering Spirit ont mis au point un système ambitieux. Notre système utilise 4 treuils. Ce sont les plus gros treuils du marché. Pour les plus grosses conduites, nous devons utiliser les 4. Pour conserver la précision nécessaire, y compris quand les 4 treuils sont utilisés simultanément, les ingénieurs ont conçu un système à sécurité intégré. Nous avons ici le câble de droite. Vous voyez que la spirale remonte du côté droit. De l'autre côté du bateau, nous avons 2 autres treuils, mais côté gauche cette fois. La spirale est dans l'autre sens. Les spirales inversées permettent d'éviter que les câbles ne s'en mêlent. On peut jouer sur la tension et aussi faire effectuer une rotation au câble de manière à les connecter à la conduite. C'est unique au monde.
La conception et l'ingénierie ont permis au Pioneering Spirit de repousser les limites de l'industrie pétrolière. Nous pouvons soulever plus de 48 000 tonnes. Nous sommes 2 fois plus gros que le plus gros navire producteur de pipeline. Nous créons nos propres chantiers. Pour un ingénieur, c'est vraiment le rêve de participer à un tel projet. C'est vraiment unique de pouvoir participer au développement, à la conception et à la construction d'un tel vaisseau. C'est rare d'avoir la possibilité de participer à quelque chose qui révolutionne son secteur. Ils ont su s'inspirer des innovations du passé, adapter ses idées et proposer leurs propres avancées. Les ingénieurs et concepteurs du Pioneering Spirit ont réussi à rendre possible l'impossible. On me demande souvent ce que je ferai après, je ne sais pas. Que peut-on faire après avoir construit le plus gros bateau au monde?